Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous retrouvons cette semaine avec un immense bonheur Yves Sioui-Durand, homme de théâtre Wendakeaga, Huron-Wendat, que nous avions rencontré au tout début de la première saison de Confluent. Il nous avait alors parlé d'Ondinoc, la troupe de théâtre qu'il a cofondée avec Catherine Jonca et John Blondin en 1985, de sa vision du théâtre et des cycles de création d'Ondinoc. Nous diffusons aujourd'hui la deuxième partie de cette entrevue que nous n'avions pas pu présenter à l'époque et qui porte en particulier sur le pouvoir guérisseur des animaux et sur l'une des grandes réalisations d'Ondinoc, Gjajoshtun Rabinal Ashi. Dans cette rencontre, Yves Sioui-Durand raconte les étapes patientes de la prise en main par Ondinoc de ce grand texte du théâtre dansé cérémoniel des Autochtones d'Amérique, texte que les Mayas gardent vivant depuis la conquête espagnole de 1547. Ce projet ambitieux, réalisé en 2010, a fait récemment l'objet de la publication, aux presses de l'Université Laval, d'un livre richement illustré de photos splendides et intitulé Gjajoshtun, le Rabinal Ashi d'Ondinoc. Réflexion, entretien, analyse. L'homme de théâtre nous fait entrer ici de plein pied dans les mythes millénaires, ces récits plus grands que nous qui nous disent qui nous sommes. Pourquoi le rêve et le mythe, pour moi, c'est la même chose. Et le mythe existe dans le présent. Il n'est pas uniquement dans le passé. Il existe à travers les lieux, il existe à travers les objets, il existe à travers le corps de l'humain. Et sa gestuelle, sa respiration, Donc, beaucoup de mon travail a été d'aller beaucoup plus loin. Et par exemple, dans le cas du travail qu'on a fait avec les Mayas du Guatemala, avec l'œuvre Gjajoshtun Rabinal Ashi, qui est une œuvre précolombienne qui remonte à 800 ans avant Jésus-Christ et qui a été gardée vivante jusqu'à nous, qu'on a partagée avec les détenteurs de cette œuvre-là et les héritiers de génération en génération de cette œuvre-là, qu'on a partagé ensemble sur scène, ici à Montréal, cette rencontre à travers leur langue, une rencontre avec leurs ancêtres. Ils nous ont prêté leurs ancêtres et on s'est reconnus dans ces ancêtres-là. Et donc, c'est ça, je veux dire, c'est que les mythes, les rêves nous permettent de briser, de déjouer les frontières de toutes sortes qui ont été construites par les appropriations coloniales qui ont divisé le monde, qui ont divisé le monde autochtone en le sectionnant en Canada, États-Unis, Mexique, etc. Ils ont sectionné ce grand serpent qu'on appelle Quetzalcoatl, le serpent qui réunissait toutes ces civilisations-là dans la communication et dans l'échange des mythologies. À l'époque, avant l'arrivée des Européens, les échanges qui se faisaient entre peuples différents, puisque ça se passait aussi, il n'y avait pas seulement des conflits, il y avait beaucoup d'échanges et on échangeait des mythes, donc des danses, des rêves, des chants, récits. Des récits. Et ça, échanger des récits, c'est encore ce que l'on fait quand on parle de la création, quand on parle de la littérature, quand on parle du cinéma. Entre nous, êtres humains, c'est une partie fondamentale de notre psyché, mais qui fonde notre intégrité comme être humain. Enlevons tout ça, et il reste quoi? Il reste des animaux qui errent sur une planète dévastée, je crois. Je te dirais, personnellement, les animaux font partie, en tout cas pour nous,
pour moi et pour beaucoup d'Autochtones, tu sais, nous autres, on vient de cultures millénaires, multimillénaires qui ont vécu en lien direct avec les animaux pendant très longtemps et qui ont intégré un dialogue avec les animaux. Et je vais te dire quelque chose qui est extrêmement important parce que je pense justement que dans l'avenir qui vient, l'écroulement présentement de la biodiversité sur la planète et particulièrement de la disparition des espèces, on sait que près de 80% des animaux qui constituent les espèces les plus menacées ont disparu. Et on s'en va vers un effondrement. Et donc, les hommes sur Terre sans animaux, c'est impossible, c'est impensable. On est humain parce que tout ce vivant nous rend humains. Je vais te raconter une petite histoire très rapidement. À un moment donné, j'étais en voyage et une jeune personne m'a raconté cette histoire-là. Dans une communauté autochtone éloignée, les enfants qui avaient été abusés avaient refusé de parler. C'était le silence. Okay? Ils ne pouvaient plus, les psychologues, tout le monde essayait de différentes façons et les enfants restaient silencieux. Okay? Et par hasard, quelqu'un a eu une idée. On va se déguiser en animaux. On va faire des animaux, des mascottes. T'sais. Et ils se sont habillés avec des costumes de mascottes. Ils ont pris les enfants par la main, ils sont allés marcher et les enfants commencent à parler. Pourquoi? Parce que les animaux sont intègres. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont complètement un ours, complètement un cerf, complètement un lynx, ils sont intègres. Ils ont une éthique plus grande que les humains. Et donc, cette petite histoire nous met en contact avec les grands théâtres mythologiques autochtones, par exemple sur la côte ouest canadienne, où on a un théâtre de masques extrêmement développé et qu'on fait dans les grandes maisons cérémoniales. Quand les sociétés autochtones perdaient le nord, c'est-à-dire qu'ils étaient contaminés par des blessures internes graves, comme le meurtre ou peu importe, comment faisait-elle pour se réparer? On faisait venir les animaux et les ancêtres. Et on se reliait aux étoiles, au cosmos, etc. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de s'émerveiller devant le monde qui nous habite, on est perdu. Si on n'est plus capable d'avoir confiance en l'humain, qui peut venir nous aider? Et c'est ça la question. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas des dieux. Il y a la relation des humains avec le vivant. Et qui s'exprime particulièrement bien dans le théâtre. Le théâtre est le lieu de cette réparation. Le théâtre, qu'il soit shakespearien, qu'il soit japonais ou qu'il soit, c'est toujours le lieu sacré, l'ultime lieu où on peut tenter une nouvelle fois de rencontrer l'essence. Ce que vous avez fait justement avec le projet Xajoj-Tun, qui vient de faire l'objet d'une parution également aux presses de l'Université Laval sous la direction de vous, Yves Sioui-Durand, Catherine Jonca, Julie Burel et Jean-François Côté. C'est un grand texte, un grand récit maya qui a survécu à la colonisation et qui est encore joué aujourd'hui. Et ça dure vraiment plusieurs heures, voire plusieurs jours. Après, Andinoc l'a repris. Il l'a joué ici, dans le Nord, à Montréal, en Amérique du Nord, vraiment dans une perspective transaméricaine. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de ce grand récit-là et de ce que ça a apporté d'amener ce récit-là dans cette perspective transaméricaine? Oui, d'abord, il faut situer un peu le texte. Le texte, d'abord, il s'agit d'un texte. Donc, on a juste la lecture du texte comme tel prend 2 heures. Donc, on est devant un grand texte. On est devant, non pas une écriture, mais une transmission qui a d'abord été orale et qui est dans la langue même, dans la langue kitché, dans la langue Maya Rabinaleb
des Mayas du Guatemala qui ont conservé cette œuvre-là. En fait, il s'agit d'un théâtre de cour, on pourrait dire. C'est encore là, le mot de cour nous ramène en Europe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un théâtre qui a son origine probablement extrêmement vieille dans des pratiques de gouvernance et de société très organisées, très hiérarchisées, où il y avait aussi le domaine des guerriers, qui sont à la fois des protecteurs et en même temps aussi des conquérants de territoires, ou en tout cas qui font un peu la police, d'une certaine façon. Et bon, le Rabinal Achi, d'abord, Achi veut dire guerrier, alors c'est le guerrier de Rabinal, raconte ce conflit entre deux guerriers, et on est dans une œuvre qui est un procès. Et ce procès se déroulait habituellement à l'intérieur des grandes cours intérieures, dans les palais qui étaient des structures qui existaient dans les grands centres cérémonials de la Mésoamérique. Donc, on parle de des cultures qui se sont construites à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ et successivement ont développé ces systèmes sociaux extrêmement complexes liés au cosmos, liés au calendrier, au cosmos, à une science d'une perception de l'univers assez très évoluée pour l'époque. Donc, on est dans un contexte de civilisation. Et ce théâtre est le lieu de la justice. Alors ceux qui n'avaient pas de père, les misérables, celles qui n'avaient pas de mari, furent tous percés de flèches. Ils vécurent sans leur cœur. Para que en un instante me conviertan en colibrí. C'est un théâtre qui rend justice. Et cette forme de théâtre, elle existe ailleurs dans d'autres sociétés autochtones à travers les trois Amériques et également en Amérique du Nord. Mais cette forme particulière qui est celle des Mayas, qui est une culture, une civilisation extrêmement grande et très, très développée, nous donne un exemple de qu'est-ce qu'il y avait, qui a toujours existé un théâtre dans l'Amérique autochtone. Ouais. Donc le théâtre n'est pas le fait européen, mais appartient aussi à plein d'autres cultures à travers le monde. Et ça, c'est très important de le reconnaître. Et donc, pour moi, c'était fondateur de venir dire, parce qu'on a toujours, même ici au Québec, tu sais, au Canada, quand j'ai commencé en 85, quand je disais, je fais du théâtre autochtone, on me disait, non, tu fais du théâtre. Autochtone, ça veut dire c'est une forme minoritaire, une forme folklorique ou je ne sais pas trop quoi. Mais aujourd'hui, on reconnaît que le théâtre autochtone existe et c'est grâce au Rabinal Achi et ces choses-là. Existait bien avant la colonisation. Hein. Oui, on est devant quelque chose qui était extrêmement complexe comme texte, parce que c'est un texte hérité il n'y a pas un auteur, il y a des auteurs, et ça raconte effectivement comment on procédait pour rendre justice dans un contexte où c'était la capture, un guerrier qui avait fait quelque chose, un tort quelconque, et qui était capturé, il devait rejouer le contexte de sa capture et on remettait en scène tous les faits. Et c'était dansé à l'intérieur de ces grandes cours-là. Et au cours de ce procès dansé, on servait une boisson rituelle, une boisson enivrante, fait d'alcool et de champignons magiques, qui permettait d'aller en état de transe. Et au final, on sacrifiait celui qui était coupable. Donc, c'était le théâtre que Artaud a pressenti quand il est venu au Mexique en 1930, dans les années 30-36, ce qu'il a appelé le théâtre de la cruauté.
Et la fonction du théâtre dans les sociétés mésoaméricaines et dans plusieurs sociétés est souvent celle d'un procès. Quand on regarde Shakespeare, la plupart du temps, les textes de Shakespeare sont des formes de procès. Oui, c'est retrouver l'équilibre par la justice, en rendant justice. Dans beaucoup dans les œuvres de Shakespeare, Shakespeare confronte sa société, il confronte le pouvoir, il confronte la corruption, il confronte le mensonge, il confronte, etc., le crime. Et donc, voilà, on oublie ça. On oublie quelle est la fonction du théâtre. Évidemment, il y a plusieurs sortes de théâtre, et donc il y a énormément de différentes fonctions, mais une des fonctions du théâtre, c'est aussi la justice. Ce qui est extraordinaire avec cette œuvre-là, c'est que ça ne s'est pas fait d'une façon, comment je dirais ça, occidentale. Il a fallu bâtir des liens, bâtir des alliances. On est allé au Guatemala plusieurs années auparavant. Ça a pris 3-4 ans pour développer cette confiance, cette relation avec nos amis mayas. Traverser les différences culturelles qui existent. On est parents, mais on n'est pas pareil. Oui. et donc, il a fallu apprendre à se connaître, à se faire confiance, à comprendre la différence de l'autre et à accepter de travailler ensemble. Et comment on fait ça? Tu sais, eux, ce sont des gens qui vivent dans un petit village. Essentiellement, il n'y a pas d'acteurs comme tels, c'est des paysans qui cultivent dans la montagne, qui descendent et qui apprennent ce texte par cœur et qui ritualisent toutes leurs actions et qui font ce théâtre-là. Et qui le jouent chaque année, vraiment. Ils le jouent chaque année. C'est un texte qui parle encore. Oui, mais il faut comprendre qu'il est fait dans une forme faible, ce qu'on appelle une forme faible, c'est-à-dire que depuis la conquête, on a caché ce texte-là pour qu'il puisse survivre. Alors, ils ont pris des stratégies pour que il ne soit pas, interdit complètement. Donc, ils ont caché le texte à travers des masques de bois. On l'entend à peine le texte. Et c'est les gens autour qui savent de quoi il s'agit qui pouvaient comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire que le fait de le jouer était séditieux dans la société post-espagnole et avec les religieux qui cherchaient à effacer toutes les traces direct qui reliait les Mayas à leur propre identité précolombienne. Donc, c'était un acte de résistance que de maintenir ce texte-là vivant dans une forme faible, mais entouré de rituels qui maintiennent toutes les relations avec les ancêtres. Donc, par exemple, ces masques-là dont je parle, les masques de bois qui sont utilisés à Rabinal pour jouer le Rabinal Hachi, ressemblent à des Espagnols. Ils ont des moustaches, ils ont ci, ils ont ça. Ils n'ont pas l'air du tout de des Indiens. Alors, c'est une façon de cacher l'indianité et tout en maintenant vivant sa production. Parce que le but du théâtre, c'est agir. C'est continuer à agir, à être là, à être présent à travers les époques. Donc ça, c'est fascinant. Et de plus, ces masques-là sont nourris rituellement. C'est-à-dire qu'on leur offre carrément de la nourriture. C'est des rituels très importants. Et ces rituels-là, on les partage parce que nous, Iroquoiens, moi, je suis Wendat, je suis Huron, comme les gens qui sont Iroquois de Ganawagi, ou etc. On a gardé ça. On a des masques qui servent dans des cérémonies de guérison, des masques en bois, que l'on nourrit de la même façon avec du maïs. Et pourtant, on est à des milliers de kilomètres. Ah oui.
viennent d'être chantées, merveilles et mégestes. C'est des choses comme ça qui peu à peu nous ont rapprochés et on a pu partager ensemble des rituels communs ou des rituels qu'on a créés ensemble. Et là, on parle de génération. Monsieur Rosé Léon Coloche, qui était l'aîné, avait 75 ans. Et son garçon, José Manuel, était dans 50, quelque chose comme ça à l'époque. Et vous pouvez imaginer comment la complexité des relations, le respect, les formes de respect. Donc, quand on a joué ça ici à Montréal, parce que pour eux, à Rabinal, ils n'ont jamais joué sur une scène. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savaient pas c'était quoi de jouer sur une scène devant un public. Ils jouent sur un parvis, oui. Oui, ils jouent sur le parvis de l'église ou parmi la foule, et en même temps, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a d'autres groupes de théâtre qui font d'autres choses à côté. C'est pas important pour eux d'être en relation avec le public. L'important, c'est de le faire. C'est une action rituelle. Donc, c'est de maintenir quelque chose vivant. Alors, quand ils sont venus à Montréal et qu'ils se sont retrouvés sur une scène devant un public, devant un monde silencieux qui les écoutait, ils ont été complètement saisis et honorés quelque part puisque le spectacle qu'on a fait ensemble, la collaboration qu'on a fait ensemble, était à la fois dans leur langue à eux, mais aussi en français, en anglais, en italien, en espagnol. Et donc, ils étaient surpris que les gens les écoutent. Et ça, c'était fascinant pour eux. Et aussi, on leur a demandé quelque chose qui était vraiment de l'ordre... quand on parlait de sacré tout à l'heure, on leur a demandé, nous, écoutez, on ne fera pas ce que vous faites. On n'utilisera pas les masques que vous avez. On vous demande la permission d'utiliser les visages qui viennent des bas-reliefs des structures archéologiques de vos ancêtres, d'utiliser ces visages-là, ça va être nos masques, et on vous demande la permission de faire revivre vos ancêtres. Nous qui sommes si loin de vous, nous allons devenir vos ancêtres. Et ils ont accepté ça, et chaque soir, là on rentre dans une théâtralité qui est extrêmement particulière. La façon qu'on exécutait le Rabinal Hachi, c'est que chaque soir, ces masques-là étaient sur scène et les acteurs, suite à un travail de déconditionnement et d'approche qui a duré 2 ans, on ne savait pas chaque soir qui étaient les acteurs qui allaient jouer les rôles principaux. Et on se laissait choisir par les masques qui voulaient venir en scène, qui choisissaient les acteurs qui allaient les habiter. Et donc, c'était un théâtre de divination, un théâtre où on plonge dans l'inconnu sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Et qui nous amenait dans un état comment je dirais ça, de réactualisation du mythe qui est extrêmement puissant. Et eux, nos amis mayas qui venaient de Rabinal, qui ne sont pas du tout dans le théâtre contemporain, ils acceptaient ça comme si c'était de l'eau qui coulait depuis toujours dans le petit ruisseau à côté de chez eux. C'est-à-dire, ils connaissaient, ils savaient tout ça. Tu vois? Et c'est cette rencontre transculturelle, c'est-à-dire qui déjouait toutes les séparations coloniales et intellectuelles et tout, là, tu sais, qui a fait que ça a été un moment extrêmement puissant et ça a donné lieu à un spectacle avec une esthétique extrêmement, comment je dirais ça, originale et profonde.
Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, 11 ans après, avec les chercheurs Jean-François Côté et Julie Burel, de réactualiser ce travail-là qui, à l'époque, a passé très rapidement à Montréal, mais qui est très important qui vient changer l'histoire du théâtre. Et donc, d'avoir une réflexion autour de cette œuvre-là, je pense que c'était extrêmement important. Oui, pour les gens qui n'ont pas vu le spectacle, ou même pour ceux qui l'ont vu, vraiment le livre est magnifique. Zajoj Tun, Rabina Lachidondinok aux presses de l'Université Laval, c'est un livre vraiment magnifique, c'est saisissant et beaucoup de photos splendides. Ça nous donne un peu l'illusion au moins d'être dans la pièce, de l'avoir vu. C'est vraiment un livre somptueux. Il y a aussi cet autre livre, Okiwe Atisken, L'esprit des eaux, qui rassemble vos écrits théoriques, poétique et polémique également aux presses de l'Université Laval, qui raconte tout votre parcours très très riche. Yves Sioui-Durand, c'était vraiment un grand honneur de vous avoir au micro de Confluent, et c'était un immense bonheur aussi. Alors je vous remercie infiniment d'être venu à notre rencontre. Oui, je voudrais juste dire, avec Catherine, ma compagne, on est en train de travailler sur un 3e livre. Qui va faire aussi un portrait de tout le parcours qu'on a fait au théâtre, mais pas seulement au théâtre, et qui est plus comme raconter toute la dimension humaine et toute la dimension spirituelle qui est autour de tout ce travail-là. Mais on l'attend avec impatience. Vous viendrez nous en reparler, j'espère. Espérons-le. Alors, je vous remercie, Tsawang-Gowa, pour cet échange de paroles. Merci. Un immense merci à Yves Sioui-Durand, homme de théâtre au Wendake Aga, cofondateur de la troupe Ondinook, de nous avoir invités dans son univers de récits mythiques et de théâtre de la guérison. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les peuples autochtones. La première partie de cette grande entrevue que nous avait accordée Yves Sioui-Durand à l'automne 2021 peut être écoutée ou réécoutée sur notre plateforme de balado-diffusion accessible par notre site web www.missioncheznous.com. Merci Mathieu. Merci Catherine, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles à nos rendez-vous. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. Et d'ici là, comme toujours, Radio VM et Radio Galilée vous accompagnent en paroles et en musique. À bientôt!